Des victimes d'inflation. Voilà, c'est pas marrant. C'est un petit moment effectivement qu'on travaille sur cette problématique, bien sûr. C'était en 2018 que Gauthier Chêne, en fait, qui est un chirurgien nous a contactés pour nous dire voilà, que l'on regarde en termes de dosage de métaux, ce qui se passe au niveau donc, de ces patientes porteuses de blessures. Donc je suis François Parent, je suis le pharmacien biologiste, je travaille au centre hospitalier Lyon Sud. Voilà, Gauthier n'est pas peut-être présent aujourd'hui, il est comme d'autres aujourd'hui, vous voyez qu'il travaille un petit peu. Très bien. Donc je vais vous parler donc, de dispositifs Essure et du relargage de métaux, des résultats en termes de dosage que l'on a obtenus au laboratoire. Alors très rapidement, donc concernant donc, ces implants contraceptifs Essure, comme vous le savez très probablement, donc, ce sont des dispositifs médicaux implantables de stérilisation définitive. Ok, ils ont été commercialisés à partir de 2002 jusqu'en 2014 par Conceptus et ça a été racheté par Bayer 2014. La commercialisation dans le monde et en France en 2017, soit aux États-Unis, ils ont commercialisé jusqu'en 2018. Alors en France, on estime à peu près à environ 200 000 patients implantés. C'est une fourchette relativement basse parce qu'en définitive, on ne sait pas bien le nombre de patients qui ont vraiment été implantés par ce dispositif. Ok. Alors, quels sont les symptômes qui sont attribuables à ce dispositif Essure? En fait, progressivement, on s'est aperçu qu'il y avait des effets indésirables qui émergeaient de type, et c'est vrai que généralement, c'est des symptômes qui vont être plutôt en type de cortège, avec une symptomatologie qui est non spécifique, ce qui pose quand même des problèmes. On va dire qu'il y a deux catégories de symptômes, les symptômes locaux, du type douleur pelvienne, douleur abdominale, ménométrorragie, c'est un petit peu normal pour un dispositif implanté. À côté de ces symptômes locaux, vous avez une symptomatologie beaucoup plus générale, avec ce qu'on retrouve souvent dans ces asthénies, parfois relativement importantes, des douleurs articulaires, des douleurs musculaires, mais également des faiblesses musculaires, des myasthénies. Voilà, des troubles de la concentration, de la mémoire, des troubles également de l'humeur. Enfin, vous savez, vraiment un cortège de symptômes qui est très large et très vaste. Alors, quand on regarde en définitive un peu toute cette symptomatologie, pour nous, ça nous évoque quand même beaucoup ce qu'on appelle le syndrome Asya. Qu'est-ce que c'est que ce syndrome Asya? Je ne sais pas si Michel, tu vas en parler un petit peu. Un petit peu. Tu devais l'aborder. Très court. D'accord. Bon, donc, c'est parmi une des hypothèses que l'on envisage pour expliquer ces symptomatologies. Et la symptomatologie Asya, en fait, c'est tout simplement, c'est une. Ah, ça ira mieux comme ça. Donc en fait une dissimilité qui est produite et générée par des substances exogènes présentes dans l'organisme. Cette dissimilité va produire donc tout un cortège de symptômes. Alors donc chez les patientes symptomatiques, on a proposé une explantation de ces dispositifs Essure et on s'est finalement aperçu assez rapidement qu'il y avait un réel bénéfice donc d'explanter les patientes symptomatiques. Ok. Alors, la problématique, c'est qu'on a un cortège de symptômes qui est relativement large et varié. C'est difficile pour nous d'apprécier véritablement quel est le bénéfice de ces explantations. Donc, Gauthier, il a fait une chose très intéressante, c'est qu'il a regardé, donc ça a été publié en 2019, c'est accessible par Internet. Il a regardé en fait en termes de qualité de vie s'il y avait un impact de ces explantations. D'accord? Et en définitive, eh bien, oui, lorsque vous explantez une patiente, je parle bien de patiente symptomatique, d'accord, et bien globalement, on a une amélioration de la symptomatologie qui va se manifester par l'amélioration de la qualité de vie, et ça entre 3 et 6 mois à peu près post-explantation, et puis après on a quelque chose qui est relativement stable. Très bien, donc ces implants Essure, en fait, de quoi sont-ils composés? En fait, on a une composition qui est relativement complexe. Tout d'abord, on a ce qu'on appelle les fibres PET, donc c'est du polyéthylène théophtalate, c'est pour la chimie. C'est ce qui va induire en fait l'inflammation locale au niveau tubaire, qui va induire une fibrose, etc. Et c'est par ce biais-là, en fait, que ce dispositif va induire en fait, une stérilisation. Mais ces fibres en fait sont portées par des corps métalliques et des anneaux métalliques avec une composition en métaux qui est relativement complexe. Donc ça je remercie donc, Michael et Vincent Vatel qui a dû faire ces analyses, donc qui montrent très bien que c'est la complexité
donc de la composition métallique de ces implants. D'accord. Et en définitive, qu'est-ce que l'on va trouver en éléments prépondérants? On va trouver du chrome, on va trouver du nickel, et on va retrouver de l'étain. Donc l'étain, le symbole de cet élément CNM, SN, ça vient du latin, et en anglais c'est in, histoire de simplifier un petit peu les choses. Et voilà. Donc ça, ce sont les éléments que nous, on s'est intéressé à cela, parce que, en définitive, au départ, on avait regardé essentiellement le chrome et le nickel, parce que ce sont des éléments où on connaît la toxicité de ces éléments. Et puis, Michel nous a dit, il faut quand même que tu regardes l'étain, parce que nous, on voit des choses intéressantes au niveau de l'étain, ce qu'on n'avait pas regardé au début. Et donc, ce qu'on a complété, effectivement, on voit des choses également avec cet élément. Très bien. Donc, qu'en est-il des résultats de nos dosages qui ont été obtenus sur une cohorte hospitalière, c'est la cohorte en Bico. Alors, les résultats ont été récemment publiés au mois d'avril de cette année, donc là aussi c'est un article qui est accessible en ligne. Qu'est-ce que l'on a fait en définitive? On a dosé ces éléments métalliques, donc le chrome, le nickel et l'étain, donc au niveau des trompes utérines, donc les trompes des phallotes, et également au niveau du liquide péritonéal, donc qui ont été récupérés au moment de l'intervention et de l'explantation. Alors, ce qui est intéressant en fait dans cette étude, c'est qu'on a pu bénéficier, donc, avoir une méthodologie avec deux groupes. Donc, un groupe patiente, donc porteuse d'essure, qui ont bénéficié d'une explantation, et on a pu comparer les résultats à un groupe de patients qui ont eu une intervention chirurgicale, donc, mais qui n'étaient pas porteuses d'implants essure. Donc, ça nous a vraiment permis de comparer et d'avoir des éléments tangibles de comparaison. Donc, vous voyez, on avait 131 patientes porteuses d'essure, 92 patientes témoins, alors pour différentes raisons. On a dosé donc, au niveau des trompes chez 131 patientes et au niveau des trompes 34 témoins. Alors, le retrait des essures, en règle générale, on a un délai qui tourne aux alentours de 7 ans entre la pose des essures et des explantations. C'est notre délai moyen. Ça peut être très variable, des extrêmes entre 2 et 18 ans. Sachant que de toute façon, là maintenant, les implantations ne se font plus depuis 2017, donc on a plutôt une tendance maintenant à avoir des délais qui vont être un peu plus importants. Je dirais pourquoi ce genre de délai est intéressant pour nous, parce qu'on a visiblement une évolution donc, des dosages en fonction de ce délai. Les symptômes que l'on observe chez ces patients, donc on retrouve ce que je vous ai dit tout à l'heure, avec une symptomatologie très variée, avec des symptômes à la fois généraux et des symptômes locaux. Enfin, vous remarquez que quand même, grosso modo, c'est la fatigue qui va prédominer, les arthralgies, etc. Avec également les troubles de mémoire, les troubles de concentration, etc. C'est très caractéristique. Alors, lorsque l'on dose les éléments métalliques au niveau des trompes, on va récupérer ces trompes, on va faire toute une série de... voilà, en fait, comment ça se présente. Donc, on va doser ce qu'on appelle une analyse segmentaire, c'est-à-dire qu'on va doser les éléments métalliques dans différentes parties donc, des trompes, et on va notamment doser les éléments métalliques au niveau du tissu qui entoure donc, les essures, donc c'est vraiment là au plus près du dispositif. Et puis on va regarder également au niveau donc, de la partie proximale, donc en fait ça c'est rattaché ici. Parce que comme ça, imaginez, vous avez utilisé ça et vous avez les ovaires ici. Okay. Bien, donc on va doser également donc, les éléments métalliques au niveau de cette partie proximale et les éléments métalliques au niveau de cette partie distale. D'accord. Et en définitive, plus je vais dans ce sens-là, plus je m'éloigne du dispositif. Voilà, donc le principe du dosage dans les tissus, ça va nécessiter une minéralisation, donc je passe sur les détails pour vous, ça ne porte pas grand-chose, mais voilà, donc on va rendre des résultats en fait en microgrammes par gramme de tissu sec. C'est la raison pour laquelle je parle de ça. La technique de dosage, c'est l'ICP masse, alors c'est la spectrométrie de masse, avec une ionisation par plasma élevé. Donc là aussi, ça ne porte pas grand-chose, mais ça nous permet quand même de comprendre. On travaille avec une torche qui tourne aux alentours de 3000 à 4000 degrés Celsius pour permettre l'ionisation. Donc ça ne nous permet pas, si vous voulez, de savoir sous quelle forme se présente l'élément. C'est-à-dire qu'on va doser l'élément de manière globale, mais on ne sait pas si c'est un élément qui est dissous, si c'est un élément qui est ionisé, si c'est un élément qui est élémentaire, si c'est des particules, ou si c'est même des organeaux métaux. C'est dans sa globalité
que l'on dose l'élément. Donc voici nos résultats. Donc ici vous avez le groupe A qui est le groupe patiente porte-blessure, vous avez le groupe B, donc les patientes témoins. Bien, donc on a dosé le chrome, on a dosé le nickel, on a dosé l'étain. Vous remarquerez que en comparaison, comparant le groupe issue au groupe témoin, on retrouve bien des concentrations plus élevées donc, de métaux dans les tissus des trous des patientes, les issues. Alors, qu'en est-il au niveau des analyses segmentaires? Sous forme de graphique, c'est relativement clair. Donc ici, vous avez le groupe patiente, donc des concentrations particulièrement élevées au niveau des tissus directement en contact avec les issures. Plus on s'éloigne donc des issures, et vous avez une décroissance des concentrations. Là, c'est au niveau du segment proximal, au niveau du segment distal pour le chrome. Vous voyez donc la différence donc, avec les témoins qui est relativement large. D'accord, donc ça c'est pour le chrome, et vous avez la même chose pour le ce qui est intéressant aussi, c'est le délai entre le moment où on enlève, la pause et le moment où on enlève le dispositif. On regarde donc des concentrations de métaux, donc au niveau des trompes, au niveau de la partie proximale, on ne voit pas trop grand chose, et ce qui est intéressant au niveau de la partie distale, on a quand même une tendance à avoir une diminution des concentrations avec une augmentation de ce délai. Ce qui laisserait penser qu'arrive un moment où le dispositif a relargué ses métaux et ça arrive à s'épuiser. Voilà, alors c'est vrai que du coup on avait 131 patientes. Quand vous faites des catégories par délai, on se retrouve très vite avec l'effectif qui est relativement réduit. Donc ce qu'on va essayer nous actuellement, ce que nous fait, c'est d'augmenter ce nombre de patients pour confirmer ce résultat. Voilà, au niveau du liquide péritonéal, donc on retrouve bien, si vous voulez, une différence entre les patientes porte-blessures et les patientes témoins en termes de concentration d'éléments métalliques uniquement pour le nickel et pour le chrome. On n'a pas de différence pour l'étain, on pourra discuter, mais je pense que tout simplement l'étain n'est pas présent en forme soluble dans ce liquide. On note quand même qu'au niveau du liquide péritonéal, les concentrations sont très faibles, hein, c'est de l'ordre du microgramme par litre. Et alors si au niveau statistique, effectivement, il y a bien une différence, au niveau individuel, c'est relativement compliqué à dire, parce qu'il y a un chevauchement en fait, des deux populations. Hein, et pour finir, donc, lorsque l'on regarde une concentration autour du liquide péritonéal, on regarde donc, du délai de pause d'implantation. Donc on a l'impression qu'au départ, on a des concentrations qui sont relativement faibles, hein, parce que vous avez les patients qui ont été shrinkés entre 0 et 3 ans et demi. On a un maximum de concentration aux alentours de 3 ans, 4 ans, jusqu'à 7 ans, et puis après on a une tendance à une diminution des concentrations, un peu de la même façon que ce qu'on observait au niveau des taux. Voilà, toujours pareil, donc on a quand même des effectifs qui sont relativement faibles, mais c'est ce que l'on essaie de voir. On peut remarquer que donc voilà, dans les éléments tardifs, on a des concentrations qui sont très proches du contrôle, et puis ici, la statistique, c'est plus différent. Ok. Donc, pour conclure, assez rapidement, je crois, et on est quand même plusieurs maintenant à avoir démontré qu'il y a une corrosion de ce dispositif essure, une corrosion in situ, hein, une fois qu'il est implanté. Et cette corrosion donc, est associée à un relargage d'éléments mécaniques. Donc, ce relargage va faire qu'il va y avoir des niveaux donc dans les tissus environnants. D'accord. Et véritablement, ces résultats-là confortent l'hypothèse d'une application donc, de ce relargage d'éléments métalliques dans la symptomatologie des patients porte-blessures, mais là où effectivement où il reste quand même un travail à faire, c'est de faire le lien, si vous voulez, entre la présence de ces métaux, hein, qui est démontré, je crois que maintenant c'est une réalité, et la symptomatologie. Quel est ce lien? Est-ce que c'est une dérégulation de l'immunité? Est-ce que c'est autre chose? Un stress oxydant? Une allergie? Enfin, voilà. Et pour l'instant, on n'a pas ce lien. C'est vraiment, je pense, maintenant l'enjeu des prochains travaux, c'est de trouver cette relation de causalité entre le relargage des métaux et la symptomatologie, si on l'a. Voilà.
Des questions, je pense, enfin. Oui, peut-être enfin, parce que là, on a dépassé un petit peu le... On ne peut pas concevoir l'explantation sans une compréhension du mécanisme physiopathologique. Et les éléments préalables à toute explantation est le respect des cahiers des charges, et ça pose quand même de sérieux problèmes. La composition des échours, tout a commencé quand j'ai amené des échours neufs à mon ami Vincent Balter au laboratoire de géologie de l'École normale supérieure. Alors une chose importante, c'est fondamental, mais j'ai fini par le découvrir finalement assez récemment, ce problème-là. Comme toute analyse portant sur des mécanismes complexes, l'analyse de l'école normale n'a aucune prétention à l'exhaustivité. Et vous verrez, c'est très important. En effet, chaque fois, l'école normale pose effectivement les exhaustivités. Ainsi, pour la boule, par exemple, et le petit ressort, 93,3, 95,8. Là où c'est le plus bas, c'est le grand ressort, avec une exhaustivité à 84,8. Et vous avez effectivement, au niveau de la soudure, qui comporte effectivement 48% d'étain, une exhaustivité à 87,1. Très important parce qu'on a eu quelques légères découvertes avec l'analyse toxicologique dans les cheveux. Donc, effectivement, M. Parent a souligné le nickel, le chrome, mais il y a autre chose, il y a du molybdène, par exemple. Il y a aussi l'iridium, qui avait beaucoup surpris mes amis de l'école normale supérieure. Ils ne savent pas ce que ça donne, l'iridium, dans le corps humain. Et non, ça, il n'y a jamais eu d'iridium dans le corps humain. Et bien sûr, il y a de l'étain, et c'est clair. Vincent Balter, c'était la deuxième chose que je lui ai demandé, c'est est-ce que ce procédé est stable ? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas une tendance à l'effritement de ce truc ? Il nous a fait donc une microscopie électronique à balayage. On voit très bien les traces d'usinage là sur les chours. Mais on voit très bien que sur ce petit ressort, il y a des plaques. C'est pas d'usinage ça. Ça demande qu'à se barrer, en gros. Et donc, ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai regardé quand même où étaient fabriqués les échours. Voilà, ils étaient fabriqués à Mexico City, ça en dit long quand même. Il n'y a pas de petit bénéfice. Bien. Ça explique en tout cas une chose, c'est la diffusion des fragments lorsque l'on retire ces échours avec des phénomènes de traction. Ça, c'est une hystérectomie secondaire que j'ai faite suite à un échec d'explantation avec salpingectomie, résection des corps. Par exemple, là, on a typiquement une patiente qui continuait à avoir des problèmes importants après une explantation. L'IRM a montré qu'effectivement, là, il y avait une adénomiose qui bétonne complètement autour des échours et donc qui casse automatiquement quand on fait cette explantation. Et là, on retrouve très bien le fragment d'échour. Alors là, on voit très bien ce fragment en célioscopie et la pièce d'hystérectomie avec effectivement ce fragment-là, qui est un fragment grand ressort. Donc, tendance à l'effritement de ces échours. Le deuxième problème, c'est la fragilité intrinsèque aussi. C'est est-ce qu'on a des fractures de ces échours sans qu'on pousse, sans qu'on tire, sans qu'on cherche à manipuler sur le plan chirurgical? Eh bien oui, ça c'est une récente IRM. Alors là, il faut des IA, il faut des radiologues ultra spécialisés, avertis et chevronnés. Inutile de vous dire que c'est assez rare d'avoir ce type d'IRM aussi remarquable. Et là, on voit très bien que vous avez un échour là, une solution de continuité là, il est fracturé à ce niveau-là, donc une IRM d'excellente qualité qui montre une fracture spontanée des échours, probablement liée aux contractions utérines. Vous savez qu'une contraction utérine, il y a des Américains qui sont amusés à mettre des cathéters pour avoir l'intensité des contractions utérines pendant la règle. Ça peut monter jusqu'à 75-80 mm de mercure. J'étais obstétricien quand même pendant une bonne quarantaine d'années, un peu plus même. On mettait des cathéters à l'Hôtel-Dieu dans la phase la plus douloureuse des contractions utérines, c'est-à-dire entre 8 cm et dilatation complète, ça montait à 70, jamais au-delà réellement les contractions utérines. Donc les contractions utérines des règles sont extrêmement violentes. La preuve, c'est qu'on l'observe le plus souvent quand on fait des radios péropératoires, que moi je fais systématiquement, et je pense que ça devrait être indispensable. Et là, on voit très bien l'échour là, mais on voit très bien l'échour à gauche qui est complètement dézingué avec le grand ressort qui est complètement étiré. Donc cette radio, malheureusement péropératoire, devrait être obligatoire pour ma part, et elle est malheureusement rarement pratiquée. Cette fragilité aussi explique qu'il y a des plicatures de ces dispositifs des échours. Là, on voit très bien sur cette IRM qui a un aspect un petit peu bizarre, une partie de l'échour là, une partie de l'échour là.
eh bien, quand on a opéré, ben, on repère très bien ce échour qui fait un véritable. Or, ma chère Anna Maria m'avait dit que dès qu'il y a un dispositif métallique qui est plié ou qui est contorsionné, ça libère des métaux encore plus. Et ça n'est pas rare du tout. On retrouve effectivement ce type de plicature. Ça explique aussi quand même que j'ai jamais bien compris pourquoi on avait posé des échours quand on sait que, le coût unitaire de 700 €, et puis surtout qu'il y avait un échec de pose de 8 à 13%. Enfin, c'est du délire. Alors que la célioscopie avec des clips, le taux d'échec était de 1 sur 2500. Donc dès le départ, il y avait quand même, je dirais, un loup dans la bergerie. La recherche de diffusion, eh bien, Victoire, ça a été la grande percée, et c'est notre ami Michel Vincent avec Michael Caltinon et Anna Maria Sparvieux. C'est effectivement avec leur belle machine MED EDX. Là, on retrouve effectivement une corne utérine, et on retrouve effectivement avec cette machine étain, chrome, nickel. Donc, publication. Et on retrouve effectivement le fait que cette soudure en étain pète avec des tas de petits métaux. La réaction locale, alors là on retrouve nos anatomopathologies, technique PAT, CIPAT, ça n'a jamais été simple. Pendant 2 ans, moi je travaille beaucoup avec Technipat, j'ai insisté lourdement pour qu'on recherche dans les cornes utérines au contact des échours. C'est très long à faire bouger nos chers amis, camarades et confrères. Donc là, ma première hypothèse, c'était une colonisation de l'adénomiose, c'est-à-dire de l'endométriose, le long des grandes spires de l'échour. Et on retrouve ça. Là, vous aviez un échour là, on retrouve cet aspect en miroir qui traduit le fait que la muqueuse utérine a embarqué le long du grand ressort, et c'est une véritable greffe. C'est quelque chose de connu, c'est chez les gynécologues. C'est-à-dire, quand on fait une césarienne, on sait qu'il y a beaucoup de colonisation par l'endomètre de la cicatrice des césariennes. Même chose pour les curetages, il y a des colonisations dans le muscle. Autrement dit, on pouvait raisonnablement penser que dès qu'il y a une effraction de la musculeuse utérine, eh bien l'endomètre s'y met. C'est pour ça que j'insiste lourdement, et c'est pas toujours fait, sur l'IRM, qui affirme le diagnostic. Là, on retrouve effectivement des foyers d'endométriose majeure. Ça, c'est des diagnostics positifs. On retrouve aussi des diagnostics indirects. Ça, c'est l'image que l'on appelle des tuba erecta. On ne voit pas vraiment l'endométriose là, mais on voit que c'est un aspect de trompes qui naissent pratiquement à angle droit, ce qu'on appelle des tuba erecta. Ça signe l'adénomiose des cornes utérines. Qu'est-ce qu'ont démontré nos anatomopathologiques et qu'on retrouve quasiment maintenant dans tous les comptes rendus anatomopathologiques? Là, vous aviez les chours qui étaient là. Eh bien, on retrouve ce foyer d'adénomiose au contact du grand ressort. On retrouve aussi des pigments, qui sont des pigments noirâtres, qui sont des métaux, et la fameuse réaction granulomatose dont vous a parlé notre anatomopathologiste. Alors, ça explique aussi, j'ai quand même toujours des questions en suspens. Voilà une patiente qui avait été opérée par un professeur bien connu, avec 2 fractures des chours qu'on voit très bien là, mais regardez quand on ouvre le ventre, ça dépasse largement le problème de l'adénomiose. Tout est collé, absolument collé. Ça a été une galère absolument pas possible pour l'opérer. D'ailleurs, je n'ai fait qu'une hystérectomie subtotale, j'ai laissé le col, tellement c'était absolument impossible à disséquer. Alors, on a des points d'interrogation. La diffusion générale des métaux, on va en parler bien sûr. Le rôle non exploré des PET pour moi. Donc ça ressemble un petit peu pour moi à la gravure de Piranèse sur les prisons, c'est-à-dire on a de nombreuses impasses, on a des choses qu'on n'arrive pas toujours à comprendre. La toxicité directe des PET, eh bien là vous avez quand même un cher confrère qui a opéré et qui a passé ça au sanibroyeur, c'est-à-dire en l'occurrence c'était un morcellateur, et qui a fait une purée d'échours, une vraie purée d'échours. Donc cette patiente est arrivée avec un tableau d'algie majeur, célioscopie que j'avais pratiquée, et là on retrouve comme si on avait versé un tube de colu dans le pelvis, avec des morceaux d'échours qui sont là, on voit le grand mais il y avait des fibres de PET aussi, etc. Quand j'enlève ce foyer-là, j'avais repéré qu'il y avait un urtère gauche qui était extrêmement élargi, plus gros comme mon pouce, qui est quand même pas tout à fait classique.
Cette femme a été opérée 8 fois, avec une réimplantation urétérale gauche, une dilatation urétérale droite. J'ai même traité une fistule vésico-vaginale. Bref, c'était une inflammation énorme qui dépassait largement, à mon avis, le problème des métaux, mais plutôt des PET. La toxicité directe des PET, eh bien, elle est connue, hein, c'est-à-dire, grâce à l'un d'entre vous, j'ai appris que pour nettoyer les PET, on utilisait de l'antimoine, des concentrations importantes d'antimoine pour stocker ces PET. Or, je n'ai pas le droit, on m'a demandé de ne pas trop parler des cheveux, parce qu'on va publier en octobre, donc je suis obligé de... Mais enfin, on retrouve énormément d'antimoine dans les cheveux, donc ça, c'est un scoop que je vous donne. La diffusion des métaux dans l'organisme, eh bien, c'est la problématique des nanoparticules, la diffusion de l'organo éteint, ça c'est l'idée de Michel Vincent. Effectivement, à partir d'un cas que j'avais opéré, qui était une patiente qui avait un dosage élevé d'étain dans le sang, et on a retrouvé un fragment d'échour tout à fait minime, extrêmement minime, au niveau de l'ovaire. On est obligé d'enlever l'ovaire à ce fragment, et on a vu chuter effectivement la concentration de l'étain dans le sang. Simplement, cette matrice sanguine ne me paraît pas une bonne matrice, elle est positive dans moins de 20% des cas. Les éléments préalables à toute exploitation fort de cette explication physiopathologique. Eh bien, il faut faire une analyse du dossier a priori, sans a priori, et extrêmement rigoureuse. Je plaide depuis de nombreuses années sur un interrogatoire rigoureux, standardisé, à 3 mois, 6 mois, 12 mois. C'est après l'explantation et bien sûr avant l'explantation. Il faut éviter le déni de la plainte des victimes. Beaucoup d'entre vous ont été confrontés à des experts qui ont dénié cette plainte et l'analyse des troubles en présentiel et non pas on vous met dans une pièce et on vous donne un petit papier, voilà, et non, en présentiel. Tout a été dit un peu par M. Parent. Je rajoute des trucs qui n'ont pas été dits. C'est les problèmes ORL, les problèmes oculaires. Très fréquents, un syndrome sec, des acouphènes. Les signes généraux, tout a été dit sur les troubles de la mémoire et les troubles cognitifs. La recherche de la migration, elle doit être systématique pour moi, c'est-à-dire par IRM, soit des migrations internes, soit une migration externe. Et pour moi, il y a l'IRM et point barre, voire le scanner. Alors là, voilà typiquement un sinistre, une patiente qui a été opérée, hystérectomie, salpingectomie, et ben, le canard était toujours vivant, en l'occurrence les 2 échours, aucune radiographie préalable, on l'a réopéré. On a retrouvé un échour à droite qui était accolé à l'ovaire et l'autre qui était dans le mésosigmoïde. Voilà typiquement les perforations que l'on peut voir. Alors, les retraits d'échours sans évaluation préalable de position des échours, moi, me paraît être une chirurgie à l'aveugle. Moi, j'appelle ça la banzai chirurgie. On fait de la chirurgie, voilà, c'est la charge de la cavalerie lourde à Reichshofen. On a vu comment ça se terminait, cette plaisanterie. Donc là, c'était typique où là, le type avait fait quand même une radio péropératoire. Mais il s'est aperçu qu'il manquait un échour à gauche. Donc il est retourné sous célioscopie 3 mois après, sans scanner préalable, et il a fait une célioscopie blanche. Et on a retrouvé, le patient a demandé de venir sur Lyon, on a retrouvé l'échour dans l'intestin grêle, dans le méso de l'intestin grêle. Là, c'est dans le côlon. Donc si vous ne faites pas d'IRM, si vous ne faites pas de scanner, si vous ne faites pas une imagerie extrêmement pointue, vous passez à côté de ces trucs-là. Alors, je passe très rapidement sur le fait qu'il y a un hiatus entre le nombre de kits vendus à la Sécurité sociale, 240 000, contre le nombre de patientes implantées. Alors là, je suis d'accord avec M. Parent, c'est pas bien le nombre, hein, entre 175 000 et 200 000. Mais là, il y en a 3. Hein, il y en a 3. Donc ça veut dire qu'il y a des échours qui ont été posés de manière multiple, et puis il y a des ouvertures de boîtes. Donc c'était pas 700 € la pause, hein, finalement, c'était 700 multiplié par 2, multiplié par 3, et la Sécurité sociale, pendant 15 ans, n'a absolument pas vu le problème économique. Là, il y en avait 5, et là, je me suis fait avoir, parce que je me suis intéressé qu'à l'IRM, et je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai fait une radio en post-opératoire, il y en avait un 6e qui était, sauf que le compte-rendu opératoire, il ne faut absolument pas attendre quoi que ce soit d'un compte-rendu opératoire. Beaucoup sont bidonnés, voilà, et là, il y en avait 5 qui étaient dans le compte-rendu opératoire. Recherche d'adénomiose, qui légitime l'hystérectomie.
Le plan, il faut respecter le cahier de charge, bannir l'usage du morcellateur. Technique employée, ne jamais fracturer les échos, c'est pour ça que je suis absolument opposé à la salpingectomie avec résection des cornes. Mais bien, il faut réaliser une hystérectomie à salpingectomie, ne serait-ce que si on décline les travaux de M. Vincent, il y a des métaux partout dans l'utérus, donc c'est inutile de garder l'utérus. Radiographie de la pièce opératoire, et j'insiste pour qu'elle soit faite systématiquement, et en cas de migration abdominale, soit on a une grosse habitude de la chirurgie digestive, mais ça se fait rare, les gynécologues qui connaissent le digestif et l'urologie, soit on opère à 4 mains. La conclusion, il faut chercher une matrice reproductive. Alors cette matrice, pour nous, c'est effectivement les cheveux actuellement à Toxi, qui vient de s'installer à l'université de Leeds. Les critères d'inclusion, je ne vais pas trop vous en parler, mais je vous signale quand même que 70% des profils sont positifs, entre 2 et 20 métaux. Les critères d'inclusion, les voilà, les 3. Et l'objectif, c'est de trouver un biomarqueur spécifique. Population, témoin, aussi dans notre étude, qui sera une étude cas témoin, prospective. Et voilà, nous avons actuellement 320 analyses, dont je fournis 90 d'entre elles. Et voici ce que l'on va en faire. Donc voilà, je n'avais pas le droit de le faire, mais je l'ai mis quand même. Ça, c'est la forme la plus minime qu'on ait, la plus minime. Et on voit qu'effectivement, vous avez de l'étain qui est là. Mais il n'y a vraiment pas que de l'étain. Il y a du cobalt, il y a du manganèse, il y a du molybdène, il y a de l'antimoine. Voilà. Donc on tombe actuellement sur des situations qui sont assez terribles. Merci de votre attention. Est-ce que j'ai respecté votre Je propose, comme on a à peu près de retard, que de toute façon on fera